Alors, bienvenue à tous, bonsoir, bienvenue dans ce remote class dédié à GraphQL qui s'intitule Qui veut gagner des canards? Vous allez vite comprendre pourquoi après. Alors, donc nous, c'est Nicolas Leport et Maxime Soulard. Donc moi, je vais me présenter pour ma part et puis je laisserai Maxime se présenter ensuite. Donc moi, je suis développeur front-end chez Zenica depuis un peu moins d'un an, donc c'est depuis septembre l'année dernière, Zenica Bordeaux. Et je suis spécialisé dans tout ce qui va être JavaScript, Vue.js, React, Angular, JavaScript, TypeScript, voilà. Tout ce qui touche au front, avec aussi une spécialisation dans tout ce qui va être UI, UX design, accessibilité aussi un peu. Donc voilà, globalement, tout ce qui se passe dans le navigateur qui est visuel. Et, je fais des belles interfaces fonctionnelles et ergonomiques pour mes clients. Donc actuellement, je suis en mission sur une mission en Angular. Et donc là, on va parler GraphQL avec React. Voilà, Maxime. Moi, je m'appelle Maxime Soulard, du coup, je suis développeur full stack, on peut dire, Angular et Node principalement. Ça fait depuis le début mars que je suis chez Zenica. Et sinon, ça fait 3-4 ans que je fais de l'Angular et du Node. Avant, je faisais du Java. En ce moment, je travaille chez un client qui s'appelle AT Internet, qui fait du Web Analytics, dans une architecture microservices. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de Node, donc plutôt back orienté comme mission. Et voilà. Nickel. On va faire un petit mot sur Zenica, sur qui sommes-nous. Alors, Zenica, on est qui? Donc, Zenica, on est un groupe de consultants donc, qui est dispatché un peu partout dans le monde, surtout en France, avec 2 agences à l'étranger. Donc, 2 agences internationales, Montréal et Singapour. On est surtout des experts, des consultants experts, donc on va intervenir dans plusieurs domaines, que ce soit agilité, big data, conseil, du dev, du design, du DevOps, voilà, un peu tout. On ratisse assez large en termes d'expertise. Donc les agences en France, Bordeaux, Rennes, Grenoble, Lille, Brest, Nantes, Lyon, Paris. Ouais, c'est ça. Et on fait aussi également beaucoup de formations. Donc on a des offres de formation, avec tout un tas de formations, un catalogue de formations assez complet, ouvert aux entreprises, au public. Voilà, c'est des choses qu'on fait fréquemment. On est tous consultants et formateurs chez Zenica, donc c'est aussi une de nos forces. Petit focus sur l'agence de Bordeaux, parce que c'est là que Maxime et moi on vient. Donc l'agence de Bordeaux, on est encore une équipe qui grandit. On n'est pas encore au niveau de certaines agences. On est une petite trentaine, si je dis pas de bêtises. Et on se développe tranquillement. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire passer un petit message. Si vous cherchez, on cherche à recruter des développeurs full stack sur l'agence de Bordeaux. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous après ce talk, par exemple, ou bien en nous contactant sur les réseaux sociaux, comme vous voulez, LinkedIn, Twitter, on est un peu partout. Ok, on va commencer du coup pour la présentation. Donc, dans un monde régi par SOAP puis REST, Facebook inventa GraphQL. Donc là, ce talk, comme a dit Nicolas, ça va être un peu une présentation, une découverte de GraphQL. Donc on va vous présenter vite fait ce que c'est, ses avantages, ses inconvénients, vous montrer des exemples de code pour voir à quoi ça ressemble un petit peu. Ensuite, il va y avoir un petit quiz fait par Nicolas. Et ensuite une partie pratique, donc ça va être du Node.js, et c'est vraiment la découverte, donc pas d'inquiétude sur les connaissances à avoir. Donc, qu'est-ce que GraphQL? C'est un langage de requête pour API. En fait, le principe, c'est que c'est un nouveau standard d'API qui se veut plus flexible et plus puissant que REST. C'est basé sur le requêtage déclaratif de données. On va voir après ce que ça signifie. Un principe de GraphQL, c'est qu'on expose un seul endpoint, contrairement à REST où on développe X endpoints qui représentent des besoins métiers souvent, qui peuvent parfois se chevaucher et tout ça. GraphQL permet d'avoir un seul point d'entrée, une seule couche d'abstraction plus homogène que ce que REST peut proposer. Et GraphQL, contrairement à ce que son nom peut laisser penser, c'est pas une base de données orientée, enfin un langage de requêtage de base de données orienté graph, mais c'est bien un langage de requête API. Donc niveau historique, rapidement, en 2012, GraphQL a été créé par 3 ingénieurs de chez Facebook, qui sont Lee Byron, Don Schaefer et Nick Schrock. En fait, leur besoin initial, c'est qu'ils bossaient sur l'application iOS Facebook, et ils devaient consommer l'API Newsfeed, donc le fil d'actualité que vous pouvez retrouver sur Facebook.
Et ils avaient donc beaucoup de data et des contraintes de mobilité assez, enfin, assez importantes. Et donc, ils ont décidé que l'API existante Newsfeed ne répondait pas à ce besoin et ils ont créé GraphQL et ils ont comment dire, orienté la modélisation de leur API, ils l'ont orienté en graph parce que leur back-end était déjà orienté comme ça. C'était logique dans leur conception de le mener jusqu'à l'exposition de l'API. Donc ensuite, en 2015, GraphQL a été open sourcé. En fait, ils ont écrit une spécification de la vision qu'ils avaient de GraphQL et de ce qu'ils aimeraient que ce soit surtout, plutôt que de juste rendre open source leur code source. Et ils ont aussi écrit une implémentation de référence en JavaScript. Donc voilà, donc ça vient vraiment du monde JavaScript backend de GraphQL. Et en 2016, c'est un peu le début de la montée en puissance de GraphQL. Ça a été adopté par GitHub et ensuite les grosses boîtes comme Airbnb, Twitter ont suivi. Et en 2019, GraphQL a rejoint la Linux Foundation. Et là, bah, c'est ce que ça apporte comme support et comme sponsoring pour l'open source à GraphQL. Donc ensuite, l'architecture type, ou un exemple d'architecture en tout cas, pour Graph. Donc on va avoir plusieurs clients front qui peuvent... tu peux mettre un coup de... Merci. Plusieurs clients front dans différents frameworks qui vont consommer notre API GraphQL qui est exposé. Et côté back, une implémentation, donc là par exemple en JavaScript, en Node.js, puis derrière un ORM, donc là c'est le logo de Prisma qu'on peut voir, et une base de données, Postgre par exemple. Donc là cette stack back-end, c'est un peu ce que vous allez pouvoir manipuler dans la partie phrasique pour ceux qui resteront. Donc les avantages de GraphQL, donc c'est une API simplifiée en fait. Dans nos requêtes, on déclare vraiment le modèle, le JSON qu'on veut récupérer. Donc là, par exemple, dans cet exemple, on a une query sur Pardon, j'ai juste coupé le micro. Yes. Donc là, dans cet exemple-là, on a une requête, une query sur une liste de games pour lesquels on veut récupérer un ID, un title, une liste de players et chacun leurs ID. Et du coup, le body en JSON qu'on récupère, il ressemble vraiment à cette structure qu'on a déclarée dans notre query. Donc ça, c'est le premier avantage. Ensuite, ça permet en fait d'éviter l'over et l'underfetching qu'on retrouve avec une API orientée ressources. Donc l'overfetching, c'est quand on récupère trop de données que ce dont on a besoin dans le body en retour. Et l'underfetching, c'est un peu l'inverse, c'est en gros, par exemple pour les objets nestés, on a besoin de refaire des requêtes pour récupérer ces données. Donc là c'est un exemple qu'on voit en fait en REST, on a besoin de faire un premier get pour récupérer la liste des games, et ensuite pour chacun faire un get pour récupérer la liste des players et un pour récupérer la liste des questions. Et du coup, ça permet aussi à GraphQL d'être plutôt adapté à la mobilité, à la développement de Progressive Web App par exemple, ou quand on récupère le réseau par exemple sur une PWA, qu'on a besoin de mettre à jour l'état de son application et de refetch toutes les données et pour repeupler toutes nos vues et tout ça. Avec GraphQL, on peut le faire en une seule requête, ce qui est plus pratique pour gérer les cas d'erreur et tout ça que ça peut engendrer quand le réseau est instable. Ensuite, le schéma, donc c'est en fait ça établit le contrat qui est défini entre notre front et notre back. Le schéma, il est statiquement typé. Donc l'avantage de ça, c'est que ça permet aux équipes front et back de pouvoir travailler en parallèle. L'équipe front va avoir plus de facilité à moquer son API pour écrire des tests et tout ça. Donc c'est ce qu'apporte le typage de notre schéma. Et l'avantage aussi, c'est que ce schéma, en fait, ça crée une documentation qui est autosuffisante et qu'on n'a pas besoin de, enfin, qui est forcément maintenue et forcément à jour, parce que c'est ce qui est implémenté dans le back-end, en fait. Et du coup, il n'y a pas besoin, comme une API REST qu'on peut connaître, où on a besoin de mettre à jour une doc à côté, mettre à jour un Swagger, ou de régénérer le Swagger s'il provient du code et tout ça. Là, on a plus ce problème, quoi. Le schéma est autosuffisant.
Ouais, GraphQL, c'est une communauté active qui est maintenue et soutenue par Facebook. Il y a des adaptateurs qui existent dans pas mal de langages. Le plus gros, je pense, c'est Apollo, qui existe côté client et côté serveur pour côté client tous les frameworks qu'on connaît, React, Angular, Vue, etc. Et côté serveur, je crois que c'est principalement du JavaScript, mais il y a des adaptateurs qui existent dans d'autres langages. Après, ça provient à la base du JavaScript, donc forcément, l'écosystème JavaScript est plus évolué peut-être. Ouais. Ça a été éprouvé en prod par de grosses applications, donc comme on l'a dit, GitHub, Twitter, Instagram, Messenger, Airbnb, etc. Et c'est une communauté active sur GitHub avec 15 000 stars. Alors, au niveau des inconvénients de GraphQL, c'est bon, c'est pas tout rose non plus quand même. C'est pas si simple et si binaire que ça. Il y a quand même quelques inconvénients qu'on peut rencontrer avec GraphQL, notamment quand on a l'habitude de travailler avec des API REST. On a un paradigme qui est assez différent entre REST et GraphQL. Par exemple, en GraphQL, on a que des requêtes POST. Donc, on peut pas utiliser du tout de verbe HTTP, que ce soit le put, le delete, le patch. Tout est en POST. Absolument tout est en POST. Donc, ça peut être déroutant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude forcément de travailler avec GraphQL. Et l'autre sujet un peu déroutant, c'est que même quand il y a une erreur en fait dans la requête retourne quand même une 200, parce qu'en fait l'erreur en fait renvoie un body qui contient l'erreur dedans. Donc c'est à nous de parser cette erreur dans le body pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Donc même quand ça marche pas, en fait, si dans l'onglet network de votre DevTools par exemple, vous avez une requête qui plante, ce sera quand même un post HTTP 200. Donc c'est un truc à savoir quand on va faire du GraphQL, parce que ça peut surprendre au début. Et en paradigme différent de REST aussi, bah, on a le fait qu'il y a un seul endpoint. En REST, on va avoir une différenciation en fonction de la ressource. Ça permet aussi de segmenter un peu l'API pour pouvoir récupérer que des petits morceaux si on a envie. En GraphQL, vu qu'on peut récupérer tout ce qu'on veut, il suffit juste de le décrire, on n'a qu'un seul endpoint. Donc ça, c'est pareil dans l'inspecteur, on peut avoir aussi plein de requêtes qui tapent au même endroit. On est obligé d'ouvrir la requête pour voir ce qu'on a demandé en query pour voir ce qu'on va récupérer, quoi. Donc c'est des choses c'est une habitude à prendre, à travailler avec GraphQL, mais ça se fait très bien et surtout il y a tellement d'avantages derrière que faut peser le pour et le contre, mais ça peut être vite vu. Un des autres inconvénients, c'est que les requêtes sont forcément plus verbeuses parce qu'il faut spécifier ce qu'on veut récupérer à chaque fois qu'on veut récupérer quelque chose. Contrairement à une API REST où on peut juste faire un fetch sur l'URL et traiter le body et l'injecter directement dans le composant si ça a les propriétés qu'on veut, s'il n'y a rien à faire, si on se JSON par exemple. En GraphQL, on va être obligé de spécifier qu'est-ce qu'on veut récupérer, donc obligé de préparer les requêtes, d'écrire le body qu'on veut recevoir avant de l'envoyer. Donc forcément, en termes de nombre de lignes dans un fichier JS, par exemple, parce que c'est l'exemple qu'on va voir après, c'est forcément un peu plus long que du reste. Mais en même temps, ça évite d'avoir des surprises sur ce qu'on va recevoir. Donc, bon. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout des habitudes à prendre en fait de développer avec GraphQL par rapport à du reste. Un des autres gros inconvénients qu'il peut y avoir aussi sur le GraphQL, c'est sa complexité d'implémentation. Ça peut avoir une mise en place coûteuse et complexe sur une appli existante si on veut directement le brancher à la base de données. On peut wrapper des API, on en parlera tout à l'heure, et du coup faire une transition en fait progressive vers du GraphQL en gardant notre API REST d'un côté, notre API GraphQL de l'autre. C'est tout à fait possible, mais ça oblige à maintenir plus de choses aussi. Donc la complexité d'implémentation, elle va aussi avec une complexité de maintenabilité. Forcément, si on rajoute des couches, si on rajoute des outils, on rajoute de la maintenabilité dans notre système informatique. Et donc, forcément, ça demande plus de temps pour vérifier que tout est bien up, tout est bien à jour, etc. Donc, ça peut être un frein aussi sur des grosses applis existantes. Si on veut mettre GraphQL vraiment au cœur du système, ça peut être compliqué. Alors, GraphQL, à quoi ça ressemble? Là, on va rentrer un peu dans des petits exemples de code assez simples. Tous les exemples de code ont été écrits et testés avec Prisma 1.34. À l'époque où on a écrit ce slide, c'est-à-dire cet hiver. Entre-temps est sortie la version 2 de Prisma, qui apporte pas mal d'optimisation en termes de performance, d'écriture de code, etc. Et quelques outils qui gravitent autour de l'univers Prisma qui ont été aussi open sourcés, des outils de migration, des choses comme ça qui sont plutôt sympas à utiliser. Mais là, du coup, les exemples de code sont avec Prisma 1.34. Et on vous expliquera au TP pourquoi la différence de version entre le TP qui sera en Prisma 2, alors que là, on va montrer du 1.34. Rassurez-vous, il n'y a pas de grosse différence de syntaxe. Donc, globalement, ce que vous allez voir là, ça va être à peu près à 2-3 lettres près ce qu'on va écrire après. Donc, premier exemple, une petite query. Donc, on avait déjà en fait la query GraphQL tout à l'heure, Maxime nous avait montré.
Là, typiquement, on va avoir un morceau de code à droite qui va être un bout d'appli React, et à gauche, on va avoir ce qu'on appelle un resolver en GraphQL. Non, pardon, une query, je dis n'importe quoi. Enfin, c'est un resolver aussi, mais une query. En fait, qui va directement aller chercher chez Prisma. Donc Prisma, on disait tout à l'heure, c'est un ORM qui permet de communiquer avec la base de données de façon plus facile. Dans notre appli React, enfin dans notre backend, dans notre JS, on va intégrer directement la librairie Prisma qui va se connecter à la base de données et qui va nous permettre de faire des requêtes de ce type-là, await context.prisma.docs, qui va récupérer en fait les canards. Ça nous évite d'écrire une requête SQL, etc. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. En plus, ça retourne des promises nativement, donc ça, c'est super cool. Donc là, on peut voir qu'on a notre définition de query docs côté backend à gauche, donc qui va tout simplement, il n'y a pas de magie noire, stocker dans des docs, on aurait pu faire un return directement aussi, qui va stocker dans une constante docs le retour de la requête Prisma, qui va récupérer les canards. Et donc, on va utiliser cette requête dans notre code React juste à côté, avec le hook fourni par Apollo React dans les dernières versions. Donc, on va faire un use query avec les propriétés qui vont bien, loading, error, data, refetch, si on a besoin de relancer la requête, par exemple, ou d'afficher un loader ou autre, comme on peut voir dans l'exemple en dessous. Donc là, on lui passe, vous voyez, en fait, dans une chaîne en backtick, notre mot-clé graph GQL, donc qui va être lui aussi importé depuis une librairie, et on lui envoie le corps de ce qu'on veut récupérer. Donc nos canards, l'ID de chaque canard, la taille et la couleur. Voilà. Et là-dessus, c'est vraiment le cas d'utilisation qu'on fréquente le plus avec GraphQL et en React, assez simple. Et comme ce que je disais tout à l'heure, on peut voir que déjà là, par rapport à une requête API REST classique, on a déjà plus de lignes parce qu'il faut préparer le corps de la requête. Deuxième exemple, une mutation. Les mutations, ça sert en GraphQL à faire tout ce qui va être modification des entités. Donc ça va être création, modification, suppression. Donc ce qui correspond à du patch, du put, du delete sur une API REST classique. Donc la mutation, on l'a à gauche dans notre code backend. En fait, toujours, c'est des fonctions asynchrones. Donc là, on a une fonction addDoc qui permettra d'ajouter un canard dans notre base de données. Donc je vous parlais tout à l'heure de la différence entre Prisma 1 et Prisma 2. Là, typiquement, en Prisma 1, on fait un context.prisma.createDoc. En Prisma 2, on va faire un context.prisma.doc.create. C'est les seules différences syntaxiques qu'on a, grosso modo. Donc c'est pour ça que on n'a pas changé les exemples de code, parce que en fait, c'est juste de modifier un petit truc comme ça, mais ça change pas à la face du monde, en fait. Donc là, dans notre fonction asynchrone Prisma, on va lui passer la couleur de notre canard et la taille qui sera issue d'une fonction pour faire une taille aléatoire, parce que c'est la nature qui définit la taille de nos canards. Et donc cette fonction, en promesse, on va la stocker dans notre canard, qu'on va retourner ensuite au front pour qu'il puisse l'utiliser. Donc sur notre appli React à droite, toujours avec les hooks, on a cette fois importé le useMutation, dans lequel on va envoyer la mutation qu'on veut, donc en l'occurrence notre mutation addDoc. Et c'est là qu'on commence à avoir une petite subtilité de langage, c'est qu'on lui passe directement en fait la couleur de canard qu'on veut passer. Donc la première ligne en fait correspond vraiment à la définition de notre mutation. Donc c'est-à-dire que notre mutation, elle prend un paramètre qui va s'appeler docColor, qui est du type string et qui est obligatoire grâce au point d'exclamation. Et donc ça, en fait, si on n'envoie pas le paramètre derrière, cette ligne-là sert aussi à générer une erreur pour dire attention, le paramètre n'a pas été envoyé, quoi. Côté client, parce qu'il y a aussi une vérification côté serveur, bien évidemment. Donc ensuite, on a notre deuxième ligne addDoc qui, du coup, on lui dit de mapper le nom de notre paramètre avec la variable docColor qu'on a envoyée juste avant. Et toujours en GraphQL, parce qu'on récupère toujours de la donnée, quelle que soit l'action qu'on fait, que ce soit de la suppression, de la modification, de la création. On récupère toujours quelque chose, donc il faut spécifier ce qu'on veut récupérer une fois qu'il aura ajouté le canard. Donc là, en l'occurrence, comme tout à l'heure, on lui demande l'ID du canard, la taille du canard et la couleur du canard pour récupérer en fait ces propriétés-là du canard qu'on vient d'ajouter. Donc en dessous, le code React, je ne vais pas forcément m'étaler dessus. Il y a un input pour définir la couleur et un bouton pour créer le canard en fonction de cette couleur-là, quoi. Juste une petite précision sur les mutations. Dans l'état d'esprit, le but c'est pas aussi c'est pas juste de faire un CRUD de nos ressources comme on ferait avec une API REST, c'est aussi de créer des mutations, d'exposer des mutations qui ont une valeur fonctionnelle et qui fonctionnellement apportent quelque chose, quoi. C'est pas juste du CRUD, c'est la logique métier aussi qui est exposée via notre API. Oui, parce que là, on n'a pas l'exemple sur
sur le morceau de code qu'on a. Et en fait, l'avantage de GraphQL, c'est qu'on peut on peut imbriquer les entités quand on fait du get, donc quand on fait des queries en GraphQL. On peut aussi le faire quand on fait des mutations. Et du coup, en fait, créer des objets comme ça, imbriqués l'un dans l'autre. Donc, à condition qu'il y ait les résolveurs et le code qui fonctionne bien côté back-end pour le faire. Mais c'est possible. Et c'est aussi un des avantages, c'est qu'on peut en fait créer presque plusieurs entités en un seul coup, plus ou moins, quoi. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant avec GraphQL. Troisième exemple de code, du coup, un des gros avantages de GraphQL aussi, c'est que c'est le temps réel des souscriptions. C'est aussi en partie pour ça qu'on a laissé les exemples de code sur Prisma 1.34, parce que Prisma 2 étant sorti, ne supporte pas encore les souscriptions en temps réel, malheureusement. Il y a des débats en fait dans les équipes de développement de Prisma à savoir est-ce que c'est la responsabilité de Prisma de gérer le temps réel ou pas, parce qu'ils ont quand même un écosystème assez complet. Il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Bon, moi, j'ai pas d'avis forcément tranché là-dessus. Donc, on verra où est-ce que ça nous mène tout ça. Même si c'est pas eux qui le gèrent, je pense qu'ils proposeront des façons simples de le gérer parce qu'ils le géraient avant. Donc voilà, c'est en cours de discussion et c'est pour ça qu'on a aussi laissé les exemples de code sur Prisma 1 dans les slides. Donc, comment fonctionne une souscription? Bah, à peu près comme tout à l'heure, en fait, on va avoir notre côté back-end qui est à gauche, l'appli React qui est à droite. À gauche, on a du coup notre fonction qui va souscrire entre guillemets à Prisma. Et donc là, on va lui dire de souscrire au canard dans la mutation created. Le created, en fait, ça aurait très bien pu être deleted, updated. Voilà. C'est vraiment le hook en fait qui va se passer au moment où on va muter quelque chose. En fait, il va passer là-dedans. Donc ça retourne en fait un itérator qui va faire un next à chaque fois qu'il y a une nouvelle ressource qui a été créée, en l'occurrence dans notre exemple. Et du coup, bah, ça, on le passe après dans le petit morceau de code en dessous que j'ai mis parce qu'il faut que c'est nécessaire pour que ça marche. Mais voilà, c'est juste un objet qui après lui va être envoyé notre GraphQL server et qui va gérer tout ça, quoi. À droite, du coup, on a notre appli React. Comme tout à l'heure, pas sorcier. On importe le hook useSubscription de Apollo React toujours. On lui passe notre chaîne GraphQL entre backticks toujours, donc le nom de la souscription qu'on veut faire, et toujours ce qu'on veut récupérer en fait de nos canards quand ils vont être ajoutés. Donc comme tout à l'heure, l'ID, la taille, la couleur. Voilà. Ça change pas beaucoup en termes de syntaxe par rapport à la useQuery qu'on avait dans le premier exemple. Voilà, c'est tout simple, sauf que bah, là, dès qu'un canard va être créé, il va être ajouté automatiquement à la liste. C'est cool. Donc on en parlait tout à l'heure du wrap d'API REST. Il est tout à fait possible pour faire une transition progressive dans un premier temps, wrapper les anciennes API REST qu'on avait pour du GraphQL. Ça nécessitera d'écrire pas mal de résolveurs quand même, mais c'est possible. Si je reprends l'exemple de la query qu'on avait sur cette page-là du slide, là où on a le context.prisma.docs, on pourrait très bien faire un fetch sur une ressource HTTP, qu'elle soit interne ou externe, peu importe, et retourner ça quand ce sera arrivé. C'est tout à fait possible et ça permet, entre guillemets, de wrapper tout ça dans un GraphQL. Créer un back for front, par exemple, c'est tout à fait possible assez facilement en wrappant une API REST, quoi. C'est aussi un des avantages. Profiter de GraphQL sans forcément qu'on l'ait partout.